la page. Si une fois que la page est rafraîchie, si vous entendez encore rien, je vous envoie un lien pour mettre à jour vos pilotes Adobe. Juste, voilà. Et après, ne vous inquiétez pas si encore après rien ne marche, ne fonctionne. Le webinaire est enregistré. Donc du coup, vous pourrez le revoir. Donc ne vous inquiétez pas. Mais du coup, bon, visuels sont donc encore une fois, Patricia, essayez de relancer, de rafraîchir la page. Donc, bienvenue sur ce webinaire. Le thème du webinaire d'aujourd'hui est une formation sur la Tanzanie et le safari se met au vert. Donc, comme je vous ai dit, je suis accompagné de Laurent de Tanganyika. Mon rôle aujourd'hui sera, vous l'aurez compris, d'être votre assistante technique. Donc, si vous avez encore des problèmes ou quoi, une fois que la page sera rafraîchie, n'hésitez pas. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Et tout au long de ce webinaire. Donc, le webinaire va se dérouler en deux parties. La première partie sera une présentation qui va durer entre une demi-heure et 40 minutes. Et une deuxième partie qui sera une partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez différentes questions, même tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions. Et du coup, après, Laurent, dans la seconde partie, vous répondra à ces questions. Bonjour Delphine. Pas d'image ni de son. Essayez de rafraîchir encore une fois et je vais vous envoyer le lien pour la mise à jour. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, pour poser vos questions, en haut de la barre de chat, vous avez un point d'interrogation. Donc vous appuyez sur ce point d'interrogation et vous écrivez votre question tout au long du webinaire. Donc voilà, j'ai tout dit. Je vous laisse entre les mains de Laurent et je vous souhaite un très très bon webinaire et à tout à l'heure. Merci Rémi. Bonjour à tous et à toutes pour cette présentation. Alors voilà, on va en fait faire une petite présentation qui est un peu thématique. Dans un premier temps, je vais surtout vous présenter un petit peu la Tanzanie pour ceux qui ont peut-être un petit peu des lacunes sur la destination. Hein. Certains d'entre vous la pratiquent, d'autres un peu moins. Donc j'aurai un premier temps une présentation assez rapide des parcs nationaux, de ce qui se fait en safari. Mais ça, en fait, ça peut faire l'objet d'un autre webinaire qu'on a déjà fait déjà. Et en seconde partie, on va plus venir sur justement cette partie un petit peu éco-responsable. Nous, chez Tanganyika, tout ce qu'on fait un petit peu pour faire des safaris un peu plus éco-responsables, un peu plus écologiques et un peu plus tourisme durable. Donc, petite présentation un petit peu rapide sur la Tanzanie. Voilà, je pense que vous arrivez tous à identifier le pays. Hein, c'est au sud du Kenya, c'est ce pays-là. Des petites informations clés un petit peu rapides. La capitale, c'est Dodoma. La langue parlée, c'est l'anglais et le Kiswahili. Pour vous, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut un passeport valide et un visa qu'on peut avoir en ligne ou sur place. Nous, on préconise plus de le faire en ligne avant d'envoyer un petit peu vos clients sur la destination. Rapide, un petit peu des chiffres pour vous situer un petit peu. Superficie, c'est un pays qui est à peu près 2 fois plus grand que la France et qui a quand même moins d'habitants. Si vous avez quelques dates à retenir, surtout retenir 1961, c'est l'indépendance du Tanganyika, qui est la partie continentale en fait du pays. Et en 64, on a l'unification avec Zanzibar. Voilà, donc là, cette unification Tanganyika plus Zanzibar, ça nous donne un nouveau pays en 64 qui s'appelle Tanzania. Donc c'est un pays assez récent, issu de la décolonisation. Alors, quand vous envoyez vos clients en Tanzanie, bien sûr, l'idée majeure de ce voyage, c'est les safaris photos. C'est un des plus grands pays et un des pays majeurs pour tout ce qui est safari photo. Bon, là, je vous montre quelques photos un petit peu classiques de ce que s'attendent un petit peu les voyageurs sur cette destination. Quand on va en Tanzanie, voilà, on va surtout pour voir les grands parcs, les grands mammifères,
des grands espaces sauvages. Ça, c'est un petit peu le choix numéro un de cette destination. Si c'est des clients qui viennent vous voir et qui vous demandent ces atouts-là, en choisissant la Tanzanie, sincèrement, vous ne vous trompez pas. Petit point sur un petit peu la météo dans les parcs du Nord. Alors, pourquoi les parcs du Nord? Parce que les parcs du Nord, c'est ceux qu'on va faire en premier. On a en Tanzanie, on va dire qu'on a une saison plus humide et saison des pluies qui va commencer entre mars, avril, mai et un petit peu en juin. Donc là, vous voyez, on a une saison qui est un peu plus humide. Le reste est assez sec, très sec même, avec en novembre, ici, une saison qu'on appelle la saison des petites pluies. Saison des petites pluies, ça veut dire quoi? C'est une quinzaine de jours, de 3 semaines en novembre, avec des pluies qui viennent un petit peu rafraîchir la brousse qui est assez sèche. Et tout le reste, on est quand même sur des saisons très très sèches et assez chaudes. Voilà. Tous les autres mois de l'année. Pour ce qui est les meilleurs mois, sincèrement, nous, on propose la Tanzanie toute l'année, que ce soit en saison sèche, en saison de pluie. Chaque endroit, chaque saison a vraiment ses atouts pour la destination. Je vais faire un petit point rapide encore sur les parcs nationaux. Quand on parle de safari en Tanzanie, on oriente majoritairement les gens vers tout ce qu'on appelle les circuits du Nord, toute cette zone-là. C'est vraiment la première zone que les clients vont visiter. Alors pourquoi ces zones? Tout simplement parce que les parcs sont proches les uns des autres. Vous avez les grands noms des parcs nationaux comme le Serengeti ici, vous avez le cratère du Ngorongoro, vous avez le mont Kilimandjaro, et après d'autres parcs qu'on va voir un petit peu plus rapidement en bas. Mais là, ces parcs ont vraiment l'avantage d'être proches les uns des autres, d'offrir un petit peu aux voyageurs des distances assez faibles entre les différents parcs. Juste pour exemple, la distance ici à ici, on a à peu près, voilà, entre l'aéroport qui est ici, le Kilimandjaro et Arusha, vous avez à peu près 50 km. Et tous ces parcs s'enchaînent très très facilement. Chaque jour, on va vraiment faire des safaris, on va avancer et on va être vraiment en plein cœur des parcs nationaux sans avoir vraiment l'impression de faire des longues distances en 4x4. Alors, les grands parcs du Nord, on a le Serengeti, qui est ici, qui fait 14 000 km². Ici, vous avez la frontière avec le Masai Mara qui est au nord, au Kenya. Tout le monde connaît le Masai Mara au Kenya. C'est cette partie-là. Le Serengeti en Tanzanie, lui, c'est immense, ça fait 14 000 km². Donc là, quelques photos du Serengeti. Ce qui est intéressant dans ce parc du Serengeti, c'est que c'est vraiment l'endroit où se passe la grande migration. La grande migration, c'est quoi? C'est la plus grande migration au monde de mammifères. Alors, c'est 2 millions de gnous, de zèbres, un petit peu d'antilopes et de gazelles qui vont suivre un circuit annuel dans les plaines et remonter dans le Serengeti selon un petit peu les pluies. Ce qui est important de savoir sur la grande migration, parce qu'il y a souvent un petit peu des fausses idées. Souvent, quand j'interroge un petit peu les agents de voyage, ils disent « Ah oui, la grande migration, pour la voir, il faut visiter la Tanzanie en août ou en septembre. » En fait, c'est un petit peu faux, ça. En Tanzanie, la grande migration, c'est toute l'année. Là, vous allez voir une série de petits schémas qui montrent un petit peu le mouvement annuel de la grande migration dans le Serengeti. Donc en janvier, on a un regroupement comme ça dans ces zones-là entre le Serengeti et la zone de conservation du Ngorongoro. Et voilà, au fur et à mesure des mois, ces troupeaux vont bouger comme ça et vont un petit peu remonter dans le nord jusqu'en juin, juillet. Et effectivement, août, septembre, souvent on pensait que c'était la meilleure saison, mais c'est faux. Toute l'année, on voit vraiment la grande migration en Tanzanie. Ce circuit continue, voilà, novembre, pour revenir en décembre ici. Et comme ça, on a un circuit vraiment annuel, selon les saisons. C'est pour ça que l'intérêt, c'est de faire vraiment le programme par rapport à la saison et de diriger un petit peu les clients dans certaines zones selon un petit peu le déplacement de cette migration. Ensuite, à côté du Serengeti,
donc on a le Serengeti ici, on a cette zone qu'on appelle le NCA. Le NCA, c'est la zone de conservation du Ngorongoro. Alors la différence entre le Serengeti et cette zone-là, c'est que dans le Serengeti, il n'y a pas d'habitation. En dehors des habitations touristiques, il n'y a pas de village Maasai, il n'y a pas de village urbain, alors que dans cette zone-là, le NCA, on a, en plus du côté animalier, on peut avoir des villages de différentes tribus. Alors ici, on a par exemple, on a des Adzabé, on a les Maasai, on a les Dakota. C'est un petit peu la différence. Cette zone-là, elle fait 8000 km² et elle inclut également une des attractions des safaris qui est le cratère du Ngorongoro qui est à l'intérieur de cette zone. Ensuite, en troisième parc dans le nord, on a le parc du Tarangire, donc un autre parc qui est très intéressant, qui fait lui 2600 km² et qui se situe ici. Voilà. Là, on est à peu près à 2 heures de route d'Arusha, et c'est un parc qui est très intéressant parce que beaucoup d'éléphants dans cette zone, vraiment une richesse animalière. Il n'est pas très connu de nom, hein. Mais c'est vraiment un parc qui vient vraiment en complément du Serengeti, du Ngorongoro, et qui s'insère très facilement dans un circuit. Un circuit safari, en moyenne, on le construit à peu près entre 6 et 8 nuits sur place. Ça, c'est un équilibre qui est assez intéressant et qui est à peu près bien fait. Donc le parc du Tarangire. Ensuite, on a le parc du lac de Manyara, qui lui se situe ici. C'est un tout petit parc qui est intéressant à faire en début de safari. Quand on monte un petit peu comme ça, on s'arrête une première journée dans ce parc. C'est un petit peu une bonne mise en marche un petit peu des safaris pour les clients. Ensuite, on a un autre petit parc qui lui est pas très visité. Souvent on le propose parce que c'est le parc d'Arusha. Voilà, il est situé entre le mont Meru, qui se situe ici, enfin qui se situe même dans le parc, et le Kilimandjaro. C'est un petit parc qui est intéressant quand on veut faire un petit peu de marche, du trekking. Quand on veut aussi, on a une durée qui est un peu plus longue que les 6 à 8 nuits habituelles. On peut le proposer un petit peu en début de séjour. Donc ça, c'est très intéressant pour ça. Ensuite, une autre zone qui est assez sauvage, que j'aime bien aussi proposer, c'est la zone du lac Natron. C'est toute cette zone-là, très sauvage, un peu difficile d'accès aussi selon les saisons, mais vraiment qui propose des paysages assez intéressants, rencontres avec les tribus Maasai aussi. C'est la zone du lac Natron qui est la plus grande concentration de flamants roses qu'on peut retrouver. C'est aussi la zone où on a le volcan Lengai. Le volcan Lengai, c'est le dernier volcan d'activité de Tanzanie. Et c'est un volcan où on peut organiser des treks. On part là et on monte dans la journée, on fait l'ascension dans la journée, aller-retour. Quelque chose d'assez difficile quand même si vous avez des clients, c'est assez technique et assez physique. Après, je vais passer assez rapidement sur les autres parcs de Tanzanie, puisque là on a vu le nord, donc ce qu'on propose toujours en priorité aux gens qui ne sont jamais venus en Tanzanie et qui cherchent vraiment des safaris de qualité. Après, on a d'autres parcs qui sont assez intéressants, mais qui sont un peu plus exclusifs. Ce sont les parcs du sud, notamment ici, voilà. Alors je disais ici, le Serengeti fait 14 000 km². Vous imaginez un petit peu la superficie de cette zone qui est le parc du Selous. Et le Selous, lui, par contre, fait il fait 50 000 km². C'est la plus grande zone protégée africaine. Voilà. Quand on regroupe avec le Mikumi, qui est un parc ici, c'est vraiment la plus grande zone africaine protégée. Et après, on a ici le parc de Ruaha. Alors, ces parcs, je vous disais, je ne veux pas trop m'y attarder parce que c'est des parcs qu'on propose souvent en deuxième venue de gens en Tanzanie. Des choses assez exclusives avec des longues distances entre les différentes zones. Et souvent, on visite ces parcs en avion. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui se fait. Sauf si on a vraiment beaucoup de temps, on peut faire de la voiture, mais les distances sont vraiment très longues. Donc, pour maintenant attaquer la partie qui nous intéresse et qui a été mis en avant sur
sur cette présentation, c'est vous montrer un petit peu ce que à Tanganyika on fait pour avoir un tourisme un peu plus éco-responsable et notamment une approche tourisme durable. Voilà. On a un petit peu développé depuis de nombreuses années cette approche sur plusieurs points. Premièrement, le photovoltaïque. Il faut savoir que Tanganyika Expédition, on possède une collection de 8 lodges, 8 hôtels et lodges. Alors, vous pourrez les retrouver un peu plus tard, certains d'entre vous les connaissent déjà. Donc, on en a un sur Arusha, un dans le Tarangire, un dans la zone du Ngorongoro. Ensuite, on en a, là, on est dans le NCA. On a Olago Camp qui est un camp semi-mobile. On a le camp de Ronjo dans le Serengeti. Ensuite, dans le Serengeti, on a encore le Grumeti Hills et le Mara River Post. Et après, deux petits nouveaux camps qui sont le camp d'Olduvai Ndogo dans la région de Olduvai et le Lormat Rock dans le Tarangire. Donc, on peut construire avec nos hébergements un circuit entier sur le nord de la Tanzanie. C'est ce qu'on propose généralement. Si vous avez déjà eu l'occasion de recevoir nos devis, on va proposer nos hébergements. On a développé maintenant depuis ça, on a vraiment développé ça en 2013. Tous les hébergements sont vraiment en photovoltaïque. Alors en photovoltaïque à la fois pour réchauffer l'eau des lodges, bien sûr, mais aussi pour l'électricité. Ça c'est très important. On a vraiment, vous avez quelques photos ici qui vous montrent un petit peu la grandeur de l'importance de ça. Hein, on a là on est à Grumeti Hills où le photovoltaïque est très développé. Et en développant ça depuis 2013, on s'est rendu compte qu'on avait une production très importante d'électricité. Et on s'est un petit peu demandé qu'est-ce qu'on allait faire un petit peu avec cette surproduction d'électricité. Et en fait, une idée est venue au fondateur de la compagnie, c'est de mettre en place en fait des 4x4 électriques. Voilà. Ça, on est parmi les premiers à l'avoir lancé. Je vais vous montrer juste une petite vidéo qui vous... Voilà, ça va vous prendre... C'est une petite vidéo de promotion, on va dire, hein, mais ça présente un petit peu vraiment cette implication qu'on a eue depuis maintenant 2 ans. On a lancé 2 véhicules électriques et au départ, on va changer juste de slide. Donc, ces véhicules, en fait, sont basés dans les lodges de Grumeti Hills, dans le Serengeti, et Mara River Camp. Et en fait, pour le moment, en fait, la technologie ne nous permet pas de pouvoir utiliser ces véhicules sur tous les circuits. On les utilise sur des safaris qu'on va faire à la demi-journée, le matin en partant du lodge. Hein, on a un rayon d'action d'à peu près 4 heures autour du lodge qu'on peut faire. Mais aussi, on utilise ces véhicules sur les safaris de nuit qu'on fait à Grumeti Hills. Et là, on a vraiment des retours très très positifs de la part des clients, parce que en fait, voilà, il n'y a pas de bruit, on s'approche aussi des animaux de plus près.
il y a vraiment une implication de la part des clients et ils trouvent ça vraiment très bien au niveau confort et au niveau utilisation. À terme, on pense qu'on pourra faire les circuits complets. Bon, c'est pas pour demain parce que je pense que la technologie n'est pas encore fiable, mais on met déjà en place, on commence à mettre en place des véhicules logistiques électriques entre nos différents points et nos différents lodges. Voilà, donc véhicules logistiques qui ne prennent pas de clients avec eux, mais qui font un petit peu les ravitaillements des différents lodges. Un deuxième point, un deuxième axe de développement du tourisme durable, c'est la récupération des eaux de pluie dans nos lodges. Tous nos lodges, en fait, ont un peu la problématique de la gestion de l'eau. Hein. Il faut savoir que l'eau, quand elle n'est pas sur place, souvent, on est obligé d'envoyer des camions citernes pour réapprovisionner. Les forages sont très compliqués aussi, parce que dans certaines zones, l'eau n'est pas utilisable car trop salée. Et en fait, on a développé maintenant des systèmes de récupération d'eau de pluie, ce qui nous permet sur certains endroits d'avoir des stocks à peu près de 150 000 litres, voilà, qu'on peut conserver assez longtemps. Et on a aussi, on gère la création et la construction de nos lodges avec cette idée au départ. Voilà, c'est des choses qu'on crée vraiment dès le départ au niveau de la création des lodges. Donc là, vous voyez un petit peu le système de récupération, c'est des toits en pente qui font couler l'eau vers les citernes. Un autre axe un petit peu de développement qu'on a fait, c'est les potagers biologiques. À Bachaï, par exemple, on a plusieurs hectares de potagers comme ça qu'on crée, parce que la zone de Bachaï, c'est une zone agricole très riche. Et vous voyez un petit peu cette terre qui est rouge et qui est volcanique. Là-bas, il n'y a vraiment pas besoin de produits spécifiques pour faire pousser les produits. Donc, on a vraiment dans la plupart de nos hébergements, les gens vont pouvoir manger des fruits, des légumes. Donc, si on a du café, par exemple, tiré de ces potagers biologiques. Et ça, les gens aiment bien parce que c'était une demande qui avait récurrente au niveau des clients qui voulaient vraiment avoir un petit peu des produits bio lors de leur repas. Voilà, c'est l'équipe. On a une équipe de 4-5 jardiniers. Ensuite, un autre axe, un petit peu. Alors tous ces axes, c'est vraiment des axes que vous allez pouvoir mettre en avant avec votre clientèle, puisque maintenant les clients vraiment recherchent ce genre de voyage, recherchent un peu ce genre d'action pour choisir leur voyage en tout cas. Et après, je peux très bien vous envoyer des dossiers sur les différents que l'on développe. Donc un quatrième point, entre autres, c'est la plantation d'arbres. Donc à Nika Expédition, on finance une ONG qui est basée aussi dans la région de Bachaï et en fait qui va c'est une nurserie qui va créer plusieurs plants comme ça et qui va donner aux différents villages alentours des plants d'arbres pour replanter un petit peu toute cette zone qui, vous voyez un petit peu derrière d'ailleurs, est une zone qui est agricole et qui a beaucoup été déforestée en fait. Pour l'agriculture, pour faire du bois pour le charbon, voilà. Et donc nous, on finance et on aide cette ONG. Il faut savoir par exemple que sur l'année dernière, je crois qu'il y a eu 30 000 plants d'arbres qui ont été redistribués. On redistribue ça aux écoles, on redistribue ça aux différents villages de la zone. Et ils viennent chercher les différents plants et les replantent eux de leur côté. Alors, un autre axe de développement éco-responsable, c'est la réduction des plastiques. Un point important pour votre clientèle, peut-être vous le savez déjà, c'est que depuis le 1er juin 2019, alors pas tous les emballages, c'est un petit peu faux, c'est que les sacs plastiques déjà sont formellement interdits en Tanzanie.
Donc il faut vraiment prévenir vos clients qui vont rentrer dans le pays de ne pas avoir de sac plastique avec eux parce que sinon ils risquent d'avoir des amendes. Donc ça c'est un point très intéressant de la part du gouvernement tanzanien d'avoir un petit peu emboîté le pas de différents pays africains, dont le Kenya notamment, mais de prohiber vraiment l'utilisation et la vente de sacs plastiques. Nous, chez Tanganyika, on a aussi, bien sûr, on fait tout pour respecter ça, bien sûr, mais on a aussi mis en place un petit peu on essaye d'annuler l'utilisation des bouteilles plastiques. Il faut savoir qu'en safari, tous les clients ont des bouteilles plastiques qu'ils prennent dans les loges, dans les 4x4, ils vont utiliser ça au fur et à mesure de leur séjour, avec effectivement parfois les déchets qui sont rejetés un petit peu en pleine route. Hein. Et donc pour éviter ça, on a mis en place dans tous nos lodges des purificateurs d'eau et on distribue donc on a banni toutes les bouteilles plastiques. On met en place des purificateurs d'eau et on donne à chaque client, quand ils arrivent en Tanzanie, une gourde en métal brossé qui va la suivre comme ça tout au long du séjour et qu'ils vont conserver avec eux. Et ils vont remplir leur gourde jour après jour pour leur usage quotidien. Et puis après, dans les lodges, ils ont la consommation comme ça d'eau purifiée. Donc, suppression complète des sacs plastiques et des bouteilles plastiques. C'est aussi un axe très important de mise en place de ça. Voilà. Donc, pas mal. Il y a vraiment sur le site internet, tanganyika.com, vous avez un onglet où on parle vraiment on reparle un petit peu du développement durable et vous pourrez trouver un petit peu des dossiers sur ça, avec les différents points. Si vous avez des points un peu plus techniques que vous voulez, je ne me suis pas retardé sur les points techniques, hein, je voulais un petit peu survoler toutes les actions qui sont faites et je ne vous ai pas tout énuméré non plus pour essayer de rester un petit peu dans le timing, on va dire. Mais voilà, si vous voulez développer ça au niveau de vos communications auprès de la clientèle, on peut très bien vous fournir différents dossiers sur ces différents points. Vous avez aussi la possibilité de retrouver pas mal de nos vidéos sur YouTube. La chaîne YouTube, c'est Tanganyika Expédition, tout simplement. Hein, et puis vous retrouvez plein de vidéos avec la petite vidéo sur les 4x4 électriques, mais aussi des vidéos sur chacune de nos lodges, sur chacun de nos lodges, pardon. Mais vous pouvez aussi retrouver un reportage qui a été publié par France 2 le 15 septembre et qui reprend un petit peu toutes les actions qu'on fait sur ce développement durable. Donc cette vidéo, vous pouvez la retrouver, vous retrouvez un petit peu les différents points que j'ai soulevés au cours de cette présentation. Voilà. Bon, après ça, c'est bien sûr, si vous avez des demandes, vous pouvez m'envoyer des mails sur contact@tanganyika.com. Et puis, voilà. Donc Rémi, si tu veux, éventuellement, tu peux juste pas passer la petite vidéo de fin, si tu m'entends. Ouais. Donc là, c'est une petite présentation un petit peu commerciale comme ça d'une partie de nos hébergements.
Alors là, logiquement, vous n'avez pas de son, on met une petite musique normalement qui accompagne cette vidéo. Je n'ai pas parlé de Zanzibar, qui fait partie de la Tanzanie, mais ça peut faire l'objet d'une présentation entière à elle seule. Voilà, donc ça c'était une petite présentation, enfin une petite vidéo de fin. On peut passer un petit peu maintenant à toutes les questions que vous vous posez. Alors, sur la Tanzanie en général, bien sûr, sur les axes de développement durable, bien sûr aussi, allez-y. Hein. Je crois que... Moi, je vais voir les différentes... Alors, la montgolfière uniquement dans le Serengeti de la part de Nathalie. Non, la montgolfière se fait également dans le parc du Tarangire. Dans le Serengeti, il y a plusieurs points de... Comme je vous disais, c'est énorme le Serengeti, c'est 14 000 km². Donc on peut faire la montgolfière selon les saisons dans le centre toute l'année, mais aussi dans le nord vers Mara, Kogatende, dans le Western Corridor à une certaine saison et dans le sud vers Ndutu à une certaine saison. Mais en dehors de ce parc du Serengeti, on a aussi la possibilité de le faire dans le parc du Tarangire. Voilà. Une autre question peut-être. Camp mobile pour suivre la migration ou lodge partout? En général, quand on monte un programme, on sait à peu près la saison. Donc, on peut très bien faire du lodge partout, sincèrement. Alors, quand je dis lodge, c'est assez vaste le terme lodge, hein, puisqu'on a soit des hôtels un peu classiques, soit des camps qui sont mix entre un camp et un lodge. Mais si vous voyez un petit peu chez nous la situation de nos différents lodges, on est vraiment à chaque fois dans les endroits du passage de la migration notamment. Et en plus de nos lodges, bien sûr, il y a toute l'offre qui est proposée en Tanzanie, hein, les autres propriétés, les autres lodges. Donc on arrive très bien à faire un circuit pour suivre la migration tout en lodge. Après, effectivement, on peut aussi faire du camp mobile. Ça, c'est tout à fait faisable, donc du bivouac, de la petite tente. Avec souvent cet esprit, cette idée un peu fausse de croire que le camp mobile est moins cher que le lodge. C'est souvent faux. C'est souvent un prix égal ou supérieur. Hein. Selon les lodges qu'on choisit, on ne va pas forcément faire une économie. Voilà. Le côté sympa du camp mobile, c'est le côté un petit peu bivouac, un petit peu aventure comme ça, que certains clients peuvent rechercher. Donc ça, c'est très intéressant à ce niveau-là. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Une question? Avez-vous des circuits éco-responsables? Oui, on peut vous proposer certains types de circuits, effectivement, en mettant un petit peu l'accent sur notamment les visites du potager, les visites des différentes... Alors, tous nos circuits sont éco-responsables parce que on utilise les calculatrices électriques, on va utiliser l'eau, on va bannir l'utilisation des bouteilles d'eau, tout ça, mais on peut axer certains circuits, effectivement, sur ces axes-là, hein, et puis montrer un petit peu aux gens, visiter les écoles, parce qu'il y a des points que je n'ai pas développés non plus, c'est notamment le financement des différentes écoles qu'on a dans la région de Bachelard, donc on peut visiter ça. On a aussi du retraitement des déchets, tout ça, donc on peut très bien créer des circuits axés sur là-dessus, en plus des circuits safari, puisque les gens viennent quand même en Tanzanie sur la partie safari. Une autre question peut-être? Alors, bonjour, je suis vraiment désolé, j'ai pas pu assister au webinaire. Bien sûr, on va vous renvoyer la petite vidéo hein, qu'on a enregistrée avec Rémi. On va vous envoyer ça, pas de souci. Oui, une même question. Une même question, ok. Alors,
Ah oui, je suis assez passé rapidement, effectivement, hein, sur. Alors, je pense que vous voyez tous les questions. Bonjour, je n'ai pas bien entendu au début. Que peut-on faire au lac Natron? Alors, au lac Natron, bon, ça va être une zone qui est quand même moins riche au niveau animalier que le Serengeti ou que les différents parcs. Nous, on aime beaucoup cette zone pour notamment l'ascension du volcan, effectivement, mais aussi les visites des différentes tribus Maasai qu'on va rencontrer, randonnée aussi, voilà. Donc c'est quand même une partie du circuit qui va être axée quand même sur de la marche, sur des rencontres un peu ethniques. Il y a même des endroits où on peut aller se baigner dans les rivières qu'il y a sur la Rift Valley, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu moins riche en termes animaliers, mais par contre très sauvage, avec des superbes paysages. Voilà, ça c'est intéressant pour ça. Une autre petite question? Oui, voilà. De mars à mai, vous pouvez vendre la saison sans problème. Sans problème. Nous, on la vend depuis 30 ans. Hein. Depuis qu'on existe, c'est une saison qu'on pousse beaucoup à la vente parce que, effectivement, c'est une saison humide. Vous allez pas être, les pluies vont pas être vraiment diluviennes comme on peut avoir en Asie. Hein. Là, je vous parle toujours du nord de la Tanzanie, des parcs du nord où on est entre 800 et 2200 mètres d'altitude. Donc cette saison est très intéressante parce que déjà, elle est un petit peu moins chère que le reste de l'année. C'est très intéressant pour vos clients. Moins de monde en visite. Donc on peut, par exemple, être dans le cratère du Ngorongoro et se retrouver avec très peu de voitures. Ça, c'est intéressant. Mais aussi très fort spectacle animalier, avec cette grande migration qui se trouve dans les plaines du sud. Donc les grandes plaines qui vont être vertes et qu'on va comme ça traverser en 4x4 au milieu des troupeaux de gnous et de zèbres. Donc vous pouvez la vendre sincèrement en développant un petit peu ces points-là qui sont économie, moins de monde, spectacle animalier, très intéressant, et aussi pour les photographes des lumières assez fantastiques. Voilà. Oui, le parc d'Arusha. Alors effectivement, en Tanzanie, on n'a pas cette vue qu'on peut avoir au Kenya, en Amboseli. Souvent, l'image qu'on a du Kilimandjaro, une girafe, un éléphant et le Kilimandjaro derrière, c'est souvent pris d'Amboseli, effectivement. Arusha, c'est un parc qui va être plus encastré, on va dire, entre le Meru et le Kilimandjaro. Et ce qui est intéressant de faire dans ce parc, c'est de faire un petit peu de marche, de monter sur le Meru, voilà, et en montant sur le Meru, en marchant 1 ou 2 heures, on s'élève et on a vraiment une très belle vue sur le Kilimandjaro. Bon, ceci dit, avec la petite réserve de dire que le côté tanzanien, le Kilimandjaro est quand même souvent dans les nuages, hein, puisqu'on récupère beaucoup de nuages qui remontent de l'océan Indien, et on a quand même souvent le Kilimandjaro qui est dans un halo de nuages. Donc voilà, le parc d'Arusha, très intéressant, avec des bons points de vue sur le mont Kilimandjaro. Si on aime un petit peu marcher, c'est pas trop difficile. On va marcher sur le mont Meru. Le mont Meru, c'est un mont qui est dans le parc et qui fait quand même 4200 mètres d'altitude, donc qui est quand même déjà assez imposant. Certains trekkers d'ailleurs font l'ascension qui peut se faire en 1 ou 2 nuits. Une autre question? Alors Diane nous demande quel type d'hébergement y a-t-il justement dans le lac Natron et pas le lac Arusha? Natron, on va être limité quand même en type d'hébergement. C'est souvent des camps, des camps qu'on a vu, que vous avez pu voir un petit peu dans la vidéo, qui sont des camps plus ou moins sommaires. Il y a un lodge un peu haut de gamme, mais on va pas retrouver la même offre à Natron qu'on peut avoir sur les autres parties du circuit, comme dans le Tarangire, comme dans le Serengeti ou dans le Mensia. Donc, Natron, on est un petit peu limité avec des choses qui se créent, mais on est souvent sur quand même donc des camps plus assez type mobile, voilà. Et Arusha, Arusha en fait, il y a pas beaucoup de lodges à l'intérieur du parc, parce que ce parc en fait, il est à 30 minutes, 30, 35 minutes, 45 minutes des différents lodges qu'on peut trouver sur Arusha. Donc généralement, si on veut du haut de gamme, en visitant le parc d'Arusha,
on peut se loger sur les lodges qui se trouvent sur Arusha même. Voilà, avec un ou deux lodges assez haut de gamme dans le parc, avec vue sur le Kilimanjaro. Une autre question? Quel mot sur Zanzibar? Zanzibar, on va être sur un autre voyage en fait, hein. C'est le même pays, mais ça va être un deuxième voyage qui va commencer pour vos clients. On est sur une île corallienne de l'océan Indien, avec une partie balnéaire, avec beaucoup d'hôtels sur la partie est pardon, de l'île, hein, ou nord, Nungui et après toute la côte ouest. Donc en hôtellerie, il y a vraiment un vaste choix. Ça va aller de la petite guest house jusqu'aux loges très très haut de gamme. Mais aussi, ce qui est intéressant sur Zanzibar, c'est vraiment de visiter Stone Town. Stone Town qui est la ville historique qui se situe sur la côte ouest, qui est la capitale de l'île et de l'archipel. Et là, il y a vraiment un fort passé historique qui surgit avec des vieux bâtiments du 19e siècle, des marchés, des petites rues étroites, une ambiance multiethnique. Hein, c'est à la fois un mélange de l'Afrique noire, du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Europe. Donc très intéressant à visiter, à mon sens. Il ne faut pas se contenter juste de manière quand on va à Zanzibar. Voilà. Très bonne question de la part de Sandrine. Vaut-il mieux faire le visa à l'avance? Alors, il y a eu un petit peu des flottements qui se sont mis en place quand ils ont créé, depuis cet été notamment, on peut faire les visas en ligne. Nous, on conseille de les faire à l'avance parce que voilà, c'est rapide. Vous les faites, ça coûte 50 euros. C'est assez rapide au niveau de la délivrance du visa. Hein, en quelques jours, c'est fait. Et sur place, ça dépend. Si beaucoup de personnes n'ont pas fait les visas, eh ben, il y aura une queue. Si peu de personnes ont fait on doit faire les visas sur place, la queue est pas importante. Donc, on préconise quand même de les faire à l'avance. Voilà, comme ça au moins c'est sûr. Vous n'avez qu'un seul guichet à passer quand vous avez vos visas. Sinon, quand vous n'avez pas vos visas, que vous les achetez sur place, il y a 2 guichets à passer. Donc, selon le nombre de personnes, il y a quand même un peu plus de temps. Ça vous coûte 50 euros si vous le faites en France et sur place, ça vous coûtera 50 $. Voilà. Non, nous, Tanganyika Expédition, nous n'avons pas d'hébergement propre. Hein, on va travailler en tant que réceptif, on va travailler avec des partenaires. Il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes. Et effectivement, on va faire du flying safari dans la région en mixant Selous et Roa. En général, on peut faire 3 nuits, 3 nuits. C'est assez intéressant et assez équilibré. Donc, nous, on n'a pas de lodge en propre. Quel est l'itinéraire type? Donc, un départ soit de Zanzibar et on vole, ou de Dar es Salaam et on vole vers le Selous. On va rester 2 ou 3 nuits dans le Selous. Après, on va voler du Selous vers le Roa. Et là, on va rester 2 ou 3 nuits dans le Roa. Et après, on va revenir soit sur Zanzibar, soit sur Dar es Salaam, selon un petit peu les vols et la suite du séjour qui est mise en place. Mais on peut très bien vous préconiser différents types d'hébergement selon le budget de vos clients et selon un petit peu ce qu'ils recherchent. Ils recherchent du moyen haut de gamme ou du très haut de gamme. Voilà, ça c'est tout à fait faisable. Alors, combien de temps? Alors, il y a eu plusieurs cas. On a eu des agences qui l'ont eu en 3 jours. On a eu d'autres agences qui ont attendu un peu plus longtemps. Mais maintenant, c'est très rapide. Sincèrement, je pense qu'ils sont à peu près rodés et en moins d'une semaine, on peut avoir les e-visas. Une autre question? Apparemment, il n'y a plus de questions. Je pense que Rémi les a toutes fait passer. Je vais regarder un petit peu. Hop.
Rémi, est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, oui, il y a des participants qui sont en train d'écrire. Du coup, j'attends. Donc, il y a par exemple Tara et Diane, Camille aussi. Donc, Ok, on va attendre quelques temps pour que tu puisses répondre à leurs questions. Ou alors, hop, on attend. Ok. Allez, voilà. Hop, c'est parti. ah, si, les vaccins. Alors ça, c'est un vaste débat, les vaccins. Je vais vous donner la règle qui est en vigueur. C'est que le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire en Tanzanie que si vous rentrez dans le pays après avoir passé plus de 12 heures dans un pays africain qui est sur une certaine liste. Par exemple, si vous faites un combiné Kenya-Tanzanie, vous faites plusieurs jours au Kenya, donc vous passez plus de 12 heures au Kenya, ensuite vous rentrez en Tanzanie, il vous faut obligatoirement la fièvre jaune. Voilà. Si par exemple, maintenant vous arrivez en avion directement, par exemple avec des vols KLM d'Amsterdam, vous faites Amsterdam-Kilimandjaro, vous atterrissez à Kilimandjaro, là, le vaccin contre la fièvre jaune n'est pas obligatoire. Là, je vous parle de la règle administrative. Obligatoire, pas obligatoire. Après, il y a une règle, on va dire, médicale. Là, c'est un petit peu au choix de chacun de faire le vaccin fièvre jaune ou pas. Hein. Voilà, chacun a un petit peu le choix de le faire ou pas, sachant que maintenant le vaccin fièvre jaune est valable à vie. Donc les gens qui l'ont fait il y a plus de 15 ans, il est toujours valable et ils peuvent, en rentrant en Tanzanie, présenter leur carnet et il n'y aura pas de souci. Donc, généralement, le problème se pose quand on a des vols Ethiopian ou Kenya Airways. Si on a une connexion à Nairobi, donc avant de rentrer en Tanzanie, si on a une connexion à Addis Abeba avant de rentrer en Tanzanie, quand vous allez arriver dans les différents aéroports qui peuvent être Zanzibar, qui peuvent être Kilimandjaro, Dar es Salaam, là vous allez être contrôlé et on va vous demander la fièvre jaune. Voilà, donc il faut de préférence la faire quand on passe par un des pays de la liste qu'on peut vous fournir sans problème avant de rentrer en Tanzanie. C'est une règle un peu confuse, hein, mais voilà, c'est celle-ci. Bonne question. Je ne sais pas si il faut que je me renseigne. Sur les Ivoiriens, je pense que oui. J'ai la liste. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un petit mail, Tara, et je vous répondrai plus en détail. Alors, Tara, également, je vous enverrai le lien sur la demande de Elisa. C'est pas un souci. Alors, le sud, mêmes animaux, végétation sud. Oui et non. Oui et non. Le sud est vraiment assez spécifique. Alors, en animaux, on va retrouver quand même les majeurs, hein, les pachydermes, les félins, mais après, on a vraiment des gazelles un petit peu différentes. Dans le sud, on a plus aussi dans le sud de chiens sauvages, de licarons. Il y a des zones où on aura plus de crocodiles parce qu'il y a des rivières qu'on ne va pas forcément voir dans le nord. Végétation aussi différente, puisqu'on est plus proche du niveau de la mer dans le sud par rapport à l'altitude qu'on a dans le nord. Donc, et le comportement des animaux aussi différent. Voilà. Le sud a un petit peu cette spécificité d'avoir des animaux beaucoup plus sauvages et plus furtifs parce qu'ils ont quand même moins l'habitude de la présence humaine et aussi il y a des zones de chasse dans le sud, donc ils ont une attitude qui est beaucoup plus qui va être beaucoup plus alertés. Voilà. Alors, les gorilles, non, on n'en a pas en Tanzanie. Les gorilles, c'est Rwanda, c'est Ouganda, on n'en a pas du tout. Après, privilégier les parcs du Sud, il y a souvent un problème de budget. Hein. Effectivement, on va être quand même sur des circuits qui sont plus longs dans le sud et qui sont un peu plus moins fréquentés. Mais le sud va être quand même plus cher que le nord. Voilà, avec une offre hôtelière moindre. Par contre, les gorilles, non. En Tanzanie, on n'en a pas, mais on a des chimpanzés. Les chimpanzés, on va pouvoir
les voir sur le lac Tanganyika, et notamment au parc de Mahale et de Gombe. Alors là, c'est des produits bien spécifiques qui sont assez excessifs parce qu'il y a des vols qu'il faut mettre en place, des transferts qui sont assez coûteux entre les différents points, des permis de parcs qui sont assez coûteux. Voilà. Donc les chimpanzés, c'est un beau produit, mais qui est quand même assez onéreux. Effectivement, hein, Zanzibar, c'est un archipel en fait. Hein, et cet archipel comprend l'île de Pemba, l'île de Memba. Mafia ne fait pas partie de l'archipel, mais c'est une île qui est pas loin. Alors, ces îles de Pemba et de Mafia, moi je conseille quand même, pour un premier voyage, je conseille quand même de rester sur l'île principale. Pourquoi? Parce que en termes d'offres hôtelières, on va vraiment avoir un vaste choix. Je vous disais, ça va de la petite guest house vraiment aux choses très très haut de gamme. Il y a aussi le Stone Town, qui est quand même un attrait, un intérêt touristique important à visiter, qu'on ne va pas avoir sur Pemba ou Mafia. On ne va pas avoir de grandes villes comme ça historiques. Pemba et Mafia, on a une limite aussi en termes d'hôtellerie. Hein. On va plus orienter les plongeurs qui recherchent vraiment des zones de plongée intéressantes sur Pemba et Mafia. Oui. Par contre, c'est vrai que les clients qui veulent faire du snorkeling, qui ne sont pas des plongeurs aguerris, on va les laisser sur l'île principale. Pemba et Mafia, il y a quand même un petit, en termes de coût, on va quand même être sur des choses supplémentaires par rapport à l'offre de l'île principale. Alors du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, donc je pense pas. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Il y avait beaucoup de questions. Ouais, c'est C'était bien, super c'est enrichissant. bien. Donc déjà, je vous remercie les participants d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir pris sur votre temps de travail. Je remercie aussi Laurent pour cette magnifique présentation. Si vous avez des questions, si vous souhaitez envoyer des demandes à Laurent, n'hésitez pas. Hop, on remet les informations de Laurent ici. Et de toute façon, vous pouvez retrouver Laurent sur la plateforme Together. Donc voilà. Je vous laisse 2 secondes le contact de Laurent. Encore une fois, je vous dis un grand merci d'avoir pris sur votre temps de travail. Merci à Laurent Merci à pour cette vous. magnifique présentation. Merci à tout le Et monde. n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie. Je passe une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir tout le monde.